Le Psychodon, agir pour la santé mentale présente. Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyran. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la roue des émotions sur Sud Radio. Et vous le savez, nous avons tous 6 émotions qui animent notre santé mentale. La joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise et le dégoût. Comme chaque semaine, je vous propose de décrypter les faits marquants de l'actualité par le prisme des émotions et de prendre de la distance face au flux incessant de l'information. Et pour nous aider, je reçois Solène Brosse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue et fondatrice de la plateforme Mon Cher Psy. Également, vous êtes coordinatrice du conseil local de santé mentale à Nanterre. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est un conseil local de santé mentale ? Alors on a un rôle de coordination entre la ville et la mairie pour mettre en place toutes les actions liées à la santé mentale sur la ville. On coordonne toutes les actions sur la ville de Nanterre, tout ce qui est lié à la santé mentale, aussi bien dans les écoles qu'avec le commissariat, que dans la ville. Voilà. Et là, vous allez nous aider à observer l'actualité récurrente et encore et toujours, guerre en Ukraine depuis plusieurs mois. Pour Joe Biden, ce qui a été observé, c'était très très vite cette semaine le caractère improbable que le missile qui a touché la Pologne puisse être tiré de la Russie. Il l'a annoncé très tôt et c'est le président américain qui a évoqué la trajectoire du projectile pour justifier ses doutes. L'explosion a tué 2 personnes mardi et d'ores et déjà Washington accrédite la thèse d'un missile de la défense ukrainienne. Alors il y a beaucoup de discussions et d'ailleurs le président ukrainien semble changer de propos et se rétracte en disant ne plus savoir. Solène Brosse, comme psychologue, comment interpréter cette actualité, par quel prisme émotionnel ? D'abord, la première émotion qui vient, c'est la tristesse. La tristesse pour ces personnes touchées. On peut se projeter parce que la Pologne, c'est un pays d'Europe, comme la France, qui n'est pas en guerre. Donc, touché par ce missile, chacun peut se projeter dans cette tragédie et des peurs peuvent apparaître. Donc cette tristesse peut se transformer à la fois en colère face à un sentiment d'impuissance. Et puis parfois, ce qu'on se rend compte, c'est que les ressentis, même face à des images très distantes, peuvent provoquer des émotions très fortes chez les personnes derrière leur écran, parce que ça peut faire écho à des traumatismes qu'eux-mêmes peuvent avoir vécu, notamment avec ce sentiment d'impuissance qu'on retrouve là face à cette tragédie. Donc vous avez choisi la peur. C'est l'émotion qui semble dominer pour vous. Oui, la tristesse et la peur principalement, oui. Parce que de toute façon, la guerre, ça fait peur, parce qu'évidemment, il y a le risque de la destruction, de la répétition de l'histoire. Et ça, c'est profond chez les êtres humains, que l'histoire se répète, que la peur se manifeste de nouveau avec la violence en face. Oui, tout à fait. C'est une émotion instinctive, automatique, de tout être vivant supérieur face à des menaces. Donc, cette peur peut être débordante, voire devenir pathologique si elle perdure. Donc, elle est inquiétante. Donc là, il faut que je tourne la roue des émotions, c'est ça ? On va tenter de... Premier tour de la roue des émotions. De changer d'angle émotionnel et de travailler l'agilité émotionnelle. Oh là là. La joie. Alors, comment trouver de la joie ? C'est une question qu'on se repose souvent chacune des semaines avec ce conflit en Ukraine et puis sur le fait qu'il y ait des discussions sur la trajectoire et l'origine de ce missile qui a fait 2 morts en Pologne. La joie, c'est quand même compliqué face à ce type d'événement. Alors, il peut toutefois avoir de la joie qui peut être ressentie peut-être quand on voit la solidarité qui est mise en place des autres pays pour l'Ukraine. On se sent moins seul. On se dit que si demain ça nous arrive de la même façon, on sera soutenu. Ça peut être une forme de joie, mais enfin toutefois, il faut aller chercher un petit peu loin. Après, la joie, c'est surtout quand il y a des familles qui peuvent se retrouver, quand il y a des conflits qui se terminent, etc. Là, en l'occurrence, à l'heure qu'il est, la joie est très peu présente.
Alors, on peut aussi observer ces échanges entre le dirigeant russe et le dirigeant ukrainien. Ça a été tiré de chez toi, non, ça a été tiré de chez moi. Mais enfin, bref. C'est un peu le dégoût qui peut s'exprimer. Voilà des hommes puissants ou moins puissants qui jouent à la guerre et qui inventent des histoires, qui exploitent parfois une situation, et pour ce missile en Pologne, qui peut être une situation de nature, et ça aurait pu être le cas, à entraîner un élargissement du conflit, à embarquer les forces de l'OTAN, comme s'il y avait de quoi quand même être dégoûté de cette forme d'irresponsabilité à dire c'est pas toi, c'est moi, c'est pas moi, c'est toi. Et en fait, si le conflit s'élargit et si l'OTAN s'engage, le risque de guerre en Europe et ailleurs dans le monde est très fort, et on peut être un peu dégoûté quand même d'un tel manque de responsabilité de ces grands dirigeants. Oui, alors le dégoût, c'est fort pour ce type, là, pour parler de dégoût, parce que là encore, c'est des hommes certes puissants qui ont des responsabilités, qui prennent des grandes décisions, mais on sait aussi qu'ils ont à gérer au quotidien voilà, beaucoup de choses. C'est difficile d'évaluer. Alors ressentir du dégoût, c'est là encore, j'insiste, c'est plus cette tristesse et cette colère qui rejaillit plutôt que du dégoût pour moi. Mais toutes les émotions sont possibles face à ces actualités qui sont très fortes. Voilà, donc vous avez toutes et toutes le droit d'aller d'une émotion à l'autre face aux faits d'actualité. Et comment, évidemment, chacun d'entre nous est impacté au regard de son histoire. Donald Trump, candidat à l'élection présidentielle de 2024. Donald Trump s'est lancé mardi 15 novembre dans la course pour la Maison-Blanche, engageant une campagne qui promet d'être sans merci dans son camp républicain meurtri et divisé par des déceptions aux récentes élections. Il a dit « J'annonce ma candidature à l'élection présidentielle » sous un tonnerre d'applaudissements. Les militants étaient réunis dans la grande salle de la réception de sa luxueuse résidence en Floride. Et nous rappelons que Donald Trump a 76 ans. Alors, comme psychologue, Solène Brosse, comment on peut réagir à cette nouvelle candidature, à cette actualité qui nous vient des États-Unis ? Alors, si on parle d'émotion, là, vous venez de terminer sur la joie des militants. Bon, pour ceux qui ont apprécié son mandat et qui peuvent ressentir cette joie. Mais avant tout, je pense que l'émotion la plus partagée et peut-être la plus qui revient davantage, c'est peut-être la surprise. La surprise avec le sentiment que les choses se reproduisent, se répètent. L'impression aussi peut-être d'une certaine régression sur certains sujets politiques. Le fait de ne pas avancer. Comment se fait-il que cette personne-là se retrouve de nouveau là ? Alors, on pensait que ça s'était... Voilà. Donc un sentiment un peu que l'histoire, c'est quelque chose de cyclique. J'aime bien faire référence au philosophe Hegel. Dans l'histoire, il voyait l'histoire comme une succession finalement de périodes plus calmes, puis les crises qui venaient permettre ensuite des phases de rebond et de progrès. Moi, j'ai envie de dire, là, soyons optimistes. Imaginons que ça va découler aussi sur du progrès. Mais pour l'instant, on est dans quelque chose plutôt de, voilà, qui retourne en boucle, qui revient, une sorte de ritualisation politique, quelque chose qui est un petit peu, qui peut être surprenant. Voilà. Alors cette surprise, cette candidature de Donald Trump, évidemment c'est pas la candidature qui est surprenante. Ce qui est surprenant, c'est que c'est toujours le même dualisme, toujours ces deux mêmes camps, républicains, démocrates, qui s'affrontent, rien ne change. C'est toujours pareil, c'est surprenant qu'il n'y ait pas de réinvention, qu'il n'y ait pas de nouvelles initiatives, de nouveaux partis, des gens plus jeunes qui réapparaissent et qui nous réinventent les États-Unis, qui nous réinventent une vision du monde. C'est quand même surprenant une telle pauvreté dans un pays aussi riche et aussi grand. Ouais, alors c'est étonnant, il parle d'un nouveau candidat, plus jeune, qui est arrivé quand même, mais de la droite, et qui est a priori à peu près avec le même profil et les mêmes idées. Donc on se dit que même dans la jeunesse et dans le renouveau, finalement, il y a quelque chose qui revient et qui est encore un peu cyclique. Après, pour faire bouger les choses, pour changer, ça prend du temps. Le changement, c'est long, donc soyons patients. Oui, soyons patients, mais en même temps, avec le risque de présidents toujours plus âgés. Comment ça interpelle la psychologue que vous êtes, le président américain Joe Biden, vous savez son âge, Donald Trump 76 ans.
ça signifie que nous sommes capables, et les Américains en particulier, ne sont capables de mettre au pouvoir que des personnes très âgées ou des personnes âgées? Alors là, on va parler peut-être de confiance, peut-être que l'âge apporte une certaine confiance, une certaine réassurance ou quelque chose de cet ordre-là. Moi, je suis neuropsychologue, j'ai tendance à m'inquiéter un petit peu pour le déclin cognitif. Est-ce qu'un président de cet âge peut être aussi performant et aussi efficace au quotidien qu'un président plus jeune? Je ne sais pas. Les compétences et les connaissances sont importantes. Maintenant, il y a aussi une grande fatigue, puisqu'on sait que c'est un poste extrêmement épuisant. Il ne faudrait pas que nous ayons des présidents américains qui pour lui, successivement Je fais tourner la roue. Allez-y. Nouvelle émotion pour regarder cette actualité aux États-Unis. Donald Trump, candidat à l'élection présidentielle de 2024. Et alors, que vous dit la roue? Que me dit la roue? Un peu de déception, un peu... Pardon. Oui. J'ai envie de dire, il peut y avoir l'impression justement devant le fait que ça reboucle, que ça revienne toujours, le fait d'avoir le sentiment que malgré que par moment il y a des choses qui avancent, des choses qui bougent, et puis finalement ça revient, ça reboucle, on fait des marches arrière, on fait des retours en arrière. Alors, je parlais tout à l'heure de cycle et l'impression que finalement on reste bloqué, l'impression de ne pas avancer. C'est un peu ce que dit la roue, mais c'est un peu ce que j'ai évoqué aussi. Là, la roue s'est arrêtée sur dégoût. Oui, c'est le dégoût, parce que ce sentiment justement de ne pas avancer, qu'on soit bloqué, que ça revienne. Mais le non-renouvellement de la classe politique, sa ritualisation des personnes âgées, on en parle aux États-Unis, mais en France ça a bougé un petit peu, puisque nous on a un président maintenant très très jeune, mais les classes politiques ont quand même du mal à se renouveler. Est-ce que c'est pas quand même, un symptôme d'un vieillissement des démocraties? Et est-ce que ça fait pas place à tous les communautarismes? On l'a vu, les extrémismes sont aux portes de l'Europe, les partis d'extrême droite ou d'extrême gauche sont de plus en plus puissants et sont de plus en plus sollicités par les citoyens. Oui, et en même temps, on voit dans ces partis aussi un renouveau des jeunes qui s'impliquent, qui sont aussi présents. Donc on voit qu'il y a quand même du mouvement, il y a quand même des nouvelles idées, il y a quand même si on est dans les extrêmes, même si, alors là moi je juge pas du tout, mais on voit qu'il y a quand même des évolutions et du mouvement, et que de toute façon c'est une succession. Ce qui compte, c'est la flexibilité mentale, qui est du mouvement. Moi je pense qu'on est en permanence en adaptation, et c'est notre adaptation cognitive, la capacité d'être en permanence à s'adapter au contexte, aux crises, à ce qui bouge, qui va nous permettre d'avancer. Et l'homme est un être adaptatif, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour poursuivre avec la roue des émotions sur Sud Radio. Et comme chaque semaine, un psy nous aide à décrypter les faits marquants de l'actualité. Aujourd'hui, je reçois Solène Brosse, qui est docteure en psychologie, fondatrice de la plateforme Mon Cher Psy. Et il sera question de l'assurance chômage. Un nouveau projet de loi est en cours et sera adopté. Il est même sous couvert de lettres. Et puis, nous sommes 8 milliards sur Terre. On en parle tout de suite après. Le Psychodon, agir pour la santé mentale, présente Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyran. Et chaque semaine, un psy nous aide à décrypter les faits marquants de l'actualité. Aujourd'hui, je reçois Solène Brosse, qui est docteure en psychologie, fondatrice de la plateforme Mon Cher Psy et coordinatrice du Conseil local en santé mentale de Nanterre. Autre actualité de cette semaine, l'assurance chômage, ce que contient le projet de loi adopté ce mardi à l'Assemblée. Parmi les leviers qui pourraient être activés figure la durée de l'indemnisation et les conditions d'ouverture des droits au chômage. Le décret du gouvernement détaillera le fonctionnement de cette modulation qui fait l'objet d'une concertation avec les partenaires sociaux depuis la mi-octobre. Le texte insiste sur la participation des syndicats à la gouvernance de l'assurance chômage. L'ambition, c'est de rendre plus harmonieux, plus cohérent l'assurance chômage avec la conjoncture. Alors, Solène Brosse, selon vous, quelle est l'émotion collective impactée par cet enjeu, une assurance chômage plus cohérente à la réalité du marché du travail?
Ouais, alors j'en parlais hier avec mes étudiants à la faculté et on parlait un petit peu de ces thématiques et de leurs ressentis, et l'émotion qui ressortait en particulier, c'était une colère, le sentiment d'être oppressé par le système, un petit peu abandonné par le système. Alors bien sûr, pour les actifs, c'est un ressenti d'insécurité. Derrière cette colère, peut-être la peur de perdre des indemnités, certains acquis sociaux. Par exemple, avec l'abandon de poste requalifié en démission, certains se demandent donc si certains employeurs ne vont pas s'en servir, etc. Donc, pour ceux qui sont déjà en conflit ou déjà dans des situations difficiles, c'est sûr que cette colère peut émerger. Et pour moi, c'est ça que j'ai le plus entendu. Est-ce que c'est pas l'occasion de faire ce que les Français aiment bien, d'aller discuter en famille ou au bar du commerce, parce que c'est un sujet, le travail, qui est au cœur de nos vies, hein. Et donc c'est l'occasion de beaucoup débattre et d'en parler à bâton rompu. On risque d'avoir aussi beaucoup d'échanges dans les rues, des manifestations, parce que le chômage, c'est un sujet sensible qui peut amener beaucoup de colère, en effet. Bien sûr, de la colère, puisqu'on se sent tellement impuissant, là encore, et tellement abandonné, ou il y a ces sentiments qui ressortent. Donc on peut s'attendre certainement à des mouvements sociaux. Après, le fait que les entreprises qui ont trop recours à des contrats courts puissent être sanctionnées, etc., puisque c'est aussi ce qui est prédit là-dedans, c'est plutôt positif et ça encourage plutôt les CDI, les contrats longue durée, etc. Et donc, à l'inverse, ça a plutôt ça peut être un moyen d'être réassuré pour les personnes. Parce que ce qu'on voit beaucoup quand on travaille sur les facteurs de risque psychosociaux dans les entreprises, parmi les plus grandes peurs, ce qui revient le plus dans les difficultés, c'est le manque de reconnaissance de la part de son entreprise, et puis le sentiment parfois de ne pas être reconnu, de ne pas à sa juste valeur. Donc le CDI, c'est un objet de valorisation. Et puis c'est aussi les inquiétudes sur l'avenir. Voilà, que va devenir mon entreprise demain, que va devenir mon poste demain. Donc finalement, ce qui se passe aujourd'hui, ça répond aussi un petit peu à ces inquiétudes-là. Le passage en CDI, comme je disais, vient soigner un petit peu ces peurs. Donc c'est une bonne chose malgré tout pour beaucoup. Donc même si les jeunes générations sont moins touchées par ces peurs et ils sont plus dans la colère du changement, des freins, de ce qu'ils voient comme des régressions sociales, on peut imaginer que de toute façon, ils seront moins touchés parce qu'aujourd'hui, les jeunes savent qu'ils vont changer plusieurs fois d'entreprise, qu'ils vont devoir bouger davantage, qu'ils vont devoir être plus flexibles. Aujourd'hui, les jeunes ne s'imaginent pas faire 40 ans dans la même entreprise. On sait que ça va bouger, donc c'est quelque chose qui peut rentrer plus facilement dans les esprits. Après un contrat court, 2 contrats courts, refuser un CDI ne donnera peut-être plus l'opportunité d'ouvrir des droits au chômage. Est-ce que là aussi ça semble être sujet à colère, ou est-ce que c'est une opportunité d'une relation nouvelle au travail qui serait beaucoup plus joyeuse? Et en même temps, on nous dit que le travail indemnisé, le chômage en France, c'est parmi le système le plus confortable qu'il existe en Europe et dans le monde. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui change, c'est qu'on... En tout cas chez les plus jeunes, peut-être ce sentiment d'insécurité fait qu'ils sont en permanence sur le marché, en permanence à la recherche. Ils savent qu'il y a une flexibilité qui est plus grande, et aussi peut-être. Bon, après, bien sûr, tout dépend des bassins d'emploi et de certains secteurs, hein. N'oublions pas certaines régions ou certaines provinces où c'est compliqué, et où quand une usine ferme ou quand une entreprise ferme, mais il ne s'agit pas d'être flexible. Hein. Alors, essayons d'être flexible sur le plan mental. Est-ce que vous pouvez tourner la roue des émotions? C'est parti. Hein. Si nous parvenons à observer ce sujet, grâce à vous, Solène Brost, comme psychologue, avec un discernement, un angle émotionnel différent. Oh. Et alors on est encore dans le dégoût, hein, je crois. Alors, vous n'en sortirez pas. Vous n'en sortirez pas. On n'en sort pas. On n'en sort pas de ce dégoût. Après, là, c'est vrai que face à cette problématique, le dégoût, ça peut être face à la perte. Quand on a le sentiment de perdre quelque chose, perdre un acquis social, perdre une sécurité qu'on a pu avoir et qu'on n'a plus, ou perdre certaines... oui, là, le dégoût peut être ressenti, mais moi, j'ai envie qu'on reste sur le versant optimiste et de se dire que ça va plutôt permettre des rebonds et d'être dans l'action et les progrès.
Et que c'est une source peut-être d'adaptation nouvelle au marché du travail avec plus de flexibilité tout en conservant certains acquis qui sont nécessaires pour se projeter dans la vie. Et le fait d'être tout le temps dans du court terme, évidemment, c'est certainement très inconfortable. C'est évident. Nous sommes désormais 8 milliards sur Terre. L'évolution démographique mondiale, eh bien c'est ça, c'est une barre symbolique qui a été franchie, 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 59% de la population mondiale habite en Asie et que le nombre de personnes a doublé en presque 50 ans face aux 4 milliards d'êtres humains qui habitaient la planète en 1975. Donc c'est des chiffres colossaux. Avec quelle émotion pouvons-nous réagir ? Là, j'ai choisi la peur. La peur parce que une inquiétude vis-à-vis du point de vue écologique, du point de vue du climat. Voilà, on peut ressentir bien sûr de la colère face à ce que les évolutions en termes écologiques n'avancent pas assez vite, ne sont pas assez rapides. Mais c'est avant tout de la peur qui ressort, une peur que si on continue comme ça, voilà, où est-ce qu'on en sera dans 50 ans, dans 100 ans? Donc c'est avant tout cette peur. Et en principe, les peurs, en plus, sont d'autant plus importantes quand on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Voilà, c'est souvent des peurs de l'avenir, des peurs de choses qui sont inconsistantes. Peut-être que c'est dans 50 ans, dans 100 ans, peut-être qu'on ne verra jamais ces transformations écologiques, etc. Donc c'est une peur qui est finalement construite. Celle de l'incertitude. C'est une peur sur l'incertitude. Principalement, en effet. Et les émotions, dans ce sens-là, elles sont souvent très complexes, très variées, très complexes et même un peu contradictoires, puisque c'est des risques qui sont vraiment très éloignés, entre guillemets, même si on voit bien les effets au quotidien et déjà le changement de climat et déjà le réchauffement de la planète. Et pour certains, c'est déjà du présent. Mais pour beaucoup, voilà, à la fois, les jeunes générations ne sont pas indifférentes et s'impliquent de plus en plus. Et sur plein de thèmes, ils sont de plus en plus impliqués parce qu'ils ont conscience que ça doit être une priorité. Et en même temps, ça reste très loin pour d'autres. On change. On tourne encore. Alors j'espère que je ne vais pas tomber sur le c'est dégoût. la roue qui décide. C'est comme dans la vie, la roue des émotions. On ne sait pas du tout ce sur quoi nous allons de la tomber, joie. ce sur quoi nous allons, avec quoi nous allons vivre, avec de la tristesse. De la tristesse. Alors oui, il y a certainement de la tristesse à voir les icebergs s'effondrer et fondre dans les océans, le niveau de la mer monter, la température s'élever, la végétation changer, les insectes évoluer, enfin tout ce qu'on entend. Bien sûr, la tristesse en effet pour les pingouins, j'entends quand il y a la banquise fond, mais c'est aussi une tristesse qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants. Une tristesse on n'a pas réussi à faire bouger les choses, ou on n'est pas suffisamment actif peut-être, ou une tristesse qui peut être ressentie dans le sentiment de j'en fais pas assez. On sait que c'est tous par nos petits actes au quotidien, dans la gestion de nos déchets, etc. C'est par le chauffage dans les maisons, etc. Voilà, on sait que tous, avec nos petits gestes quotidiens, on va avoir un impact. Et malgré nos petits gestes, on voit que ça va pas dans le bon sens. Et donc, ça peut parfois engendrer, je pense, une déception, voire une tristesse. Dans cette inquiétude. L'occasion aussi d'y voir de la joie dans ces 8 milliards, parce que ça peut nous amener de l'humilité. Plaçons-nous du côté de Mars ou de Jupiter, et si nous voyions la Terre, nous verrions quoi? 8 millions de fourmis, en fait. Du bleu. Des tout petits qui grappillent sur une planète bleue. Donc ça nous ramène à cette question de notre fragilité, et de retrouver un sens à la hauteur de notre fragilité. Peut-être pas se jouer les grands Manitou de la vie terrestre. Je vous remercie en tout cas, Solène Brost, de votre présence et de nous avoir apporté votre regard sur l'actualité de la semaine. Avant de vous quitter, au cinéma, ce week-end, reste un peu. Après 3 ans à vivre l'American Dream, Gad Elmaleh décide de rentrer en France. Sa famille, ses amis lui manquent. Du moins, c'est la réponse officielle pour justifier son retour, car Gad n'est pas seulement rentré pour le couscous de sa mère, non. C'est une autre femme qu'il vient retrouver à Paris, la Vierge Marie. Toute une histoire avec les émotions. N'hésitez pas à faire tourner la roue de vos émotions au cinéma
Et je vous retrouve samedi prochain. Merci Solène. Au revoir. Au revoir à toutes. Merci. Au revoir à tous. Sud Radio, la roue des émotions. Avec le Psychodon, agir pour la santé mentale.